La grande perspective. La perspective de Versailles est un exemple parfait du jardin à la française. Où que porte le regard, il se pose sur un paysage raisonné qui ne laisse aucune place au hasard de la nature. La ligne de fuite ne semble avoir de fin que parce que l'œil ne peut aller au-delà, mais laisse imaginer une prolongation à l'infini. Depuis la terrasse située au pied du château, le regard se porte à l'horizon en suivant la perspective tracée d'est en ouest. Le premier et modeste jardin de Louis XIII, situé immédiatement devant le pavillon de chasse, offrait une allée centrale qui allait devenir, avec André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, l'axe majeur du jardin. À partir de 1665, André Le Nôtre entreprit d'importants travaux de terrassement pour adoucir le dénivelé. Il joua également sur les effets qui permettent aux promeneurs d'appréhender cette perspective de façon différente au fur et à mesure de sa progression en utilisant la notion de surprise ou de mouvement. Découverte de l'amphithéâtre de Latonne au haut de l'escalier, perception de l'ensemble des bassins des saisons à l'entrée de l'allée royale, effet d'abaissement du bout du canal, etc. Salle de bal, André Le Nôtre. Grand amateur de danse et lui-même bon danseur, Louis XIV ordonne vers 1680 la création d'un bosquet entièrement dédié à cet art. La salle de bal aménagée par André Le Nôtre. Le bosquet est traité comme un amphithéâtre de verdure. Le Nôtre utilise habilement l'importante déclivité provoquée par les rampes du parterre de Latonne pour concevoir une grande cascade, la seule de Versailles, scandée de rampes de marbre. L'ensemble reçoit un décor de pierres de meulière et de coquillages, auxquels s'ajoutent de grands guéridons et des vases de plomb dorés mêlant référence à l'antique, masques de comédiens, trophées d'instruments de musique ou encore de curieuses têtes coiffées du bonnet phrygien. Les gradins destinés aux spectateurs sont soulignés par des buis taillés. Au centre, l'arène avait été dotée d'un îlot de marbre entouré d'eau, servant de scène aux danseurs. Celui-ci a été supprimé par Jules Hardouin-Mansart en 1707. Apollon sur son char, Jean-Baptiste Tuby, sculpteur. Œuvre de Jean-Baptiste Tuby, Apollon sur son char, installé dans les jardins en 1671, s'inscrit dans la thématique solaire si chère à Louis XIV. L'œuvre de Tuby, d'après un dessin de Charles Lebrun, s'inspire de la légende d'Apollon, dieu du soleil, emblème du roi, et le montre jaillissant de l'onde pour effectuer sa course quotidienne au-dessus de la terre afin d'apporter le jour à travers le monde. Coiffé de la couronne de laurier, il est vêtu d'un drapé à l'antique agité par le mouvement du vent. Aux quatre angles, des monstres marins jouent de la trompette afin d'annoncer son passage. Ses chevaux fougueux s'agitent de manière désordonnée, néanmoins le dieu parvient à les diriger de sa main ferme, accomplissant ainsi son devoir et sa mission, à l'image de Louis XIV guidant son peuple et son royaume. Apollon servi par nymphes, François Girardon et Thomas Regnaudin, sculpteurs. Le bosquet des bains d'Apollon actuel date du règne de Louis XVI, aménagé entre 1778 et 1781. Le peintre Hubert Robert y conçoit un jardin à l'anglaise dont le centre est occupé par un lac qui domine un immense rocher factice agrémenté de cascades et creusé dans une grotte. Celle-ci accueille les sculptures des chevaux du soleil placés de part et d'autre du groupe d'Apollon servi par les nymphes. Chef-d'œuvre de Girardon et Regnaudin, imaginé à partir d'une courte mention tirée du livre 2 des Métamorphoses d'Ovide, évoque le repos du dieu solaire au terme de sa course diurne dans la grotte marine de la déesse Thétis. Tandis que le lever de l'astre était figuré à l'autre extrémité des jardins par le bassin d'Apollon, entrepris à partir de 1668. Latonne et ses enfants, Gaspard Marcy et Balthazar Marcy, sculpteurs. Œuvre des plus célèbres de Versailles, ce groupe de marbre sculpté par les frères Marcy, figurant Latonne et ses enfants, a donné son nom au bassin sur lequel il trône. L'épisode représenté par le bassin est tiré des Métamorphoses d'Ovide. Fruit de l'union illégitime de Latonne et Jupiter, Apollon et sa sœur jumelle Diane sont condamnés à errer avec leur mère pour se protéger de la jalousie de Junon, l'épouse officielle du dieu des dieux. Latonne, assoiffée, cherche à se désaltérer dans un étang, mais des paysans l'en empêchent, la traitant avec mépris. Elle invoque alors la colère de Jupiter, qui la venge aussitôt en transformant les paysans en grenouilles. Le groupe sculpté de Latonne et ses enfants est ainsi disposé au centre d'un bassin peuplé de paysans à différents stades de leur transformation.
Cette iconographie pourrait être une allusion à la punition des fondeurs révoltés contre l'autorité royale. Gaspard Marcy, sculpteur, conception de la sculpture Balthazar Marcy. La fontaine de l'Encelade, exécutée en plomb par Gaspard Marcy entre 1675 et 1677, fait référence à l'épisode de la gigantomachie tiré de la mythologie gréco-romaine. Le sujet est emprunté à l'histoire de la chute des Titans, symbole de force primitive et violente, ensevelis sous les rochers de l'Olympe par les dieux qu'ils avaient voulu détrôner. Le sculpteur a représenté le géant Encelade, à demi englouti sous les rochers du mont Etna, luttant contre la mort et dont la souffrance se traduit par le puissant jet qui s'échappe de sa bouche comme un cri. C'est lui qui, depuis les tréfonds de la terre, ferait ainsi trembler le sol du grand volcan de Sicile. Le dessin du bosquet de l'Encelade, dont le pourtour est scandé par des pavillons de treillage reliés par des berceaux, a été totalement modifié en 1706 par Jules Hardouin-Mansart. Un programme de restauration mené de 1992 à 1998 a permis de restituer à ce bosquet son aspect d'origine. Le jardin anglais. La création du jardin anglais constitue la première phase d'aménagement des jardins de Trianon commandée par Marie-Antoinette à l'architecte Richard Micke à partir de 1777. Ce vaste jardin anglo-chinois dans le goût du temps remplace le jardin botanique de Louis XV avec des reconstitutions d'éléments naturels tels que la grotte. Volontairement limités par la reine, les édifices en constituant l'ornement sont le belvédère et le temple de l'amour, ici représenté. Bâti sur une île de la rivière, celui-ci doit son nom à la copie de la statue de Bouchardon, l'amour taillant son arc dans la massue d'Hercule, 1750, que la reine y a fait installer. Il a fait l'objet d'une restauration complète achevée en 2006. La chapelle royale. Louis XIV n'a connu cette chapelle que durant 5 ans, puisqu'elle n'a été achevée qu'en 1710 par l'architecte Robert de Cotte. La chapelle que Louis XIV a le plus fréquentée, édifiée en 1682 à l'emplacement du salon d'Hercule, s'était vite avérée trop exiguë. Cependant, les guerres avaient retardé le chantier de la grande chapelle, ouvert dès 1689 par Hardouin-Mansart. L'architecte n'en vit d'ailleurs pas la fin puisqu'il mourut en 1708. À cette date, son beau-frère Robert de Cotte lui succéda, mais les lignes générales de l'architecture et du décor avaient été arrêtées dès 1699. Un plan avec nef, bas-côté et déambulatoire, une élévation avec tribune, une harmonie de blanc et or contrastant avec la polychromie du pavement de marbre et des peintures de la voûte, le tout aboutit à une œuvre originale où se mêlent réminiscences de l'architecture gothique et esthétique baroque. Le Grand Trianon. Œuvre unique dans l'histoire de l'architecture française, le Grand Trianon est certainement le bâtiment dans lequel les goûts personnels de Louis XIV transparaissent le plus. Le Grand Trianon, ou Trianon de marbre, fut construit tardivement, 1687-1688, pour remplacer une première construction due à l'architecte Louis Levaux, le Trianon de porcelaine, dénommé ainsi en raison de sa toiture qui imitait la faïence hollandaise. Trianon était le nom d'un ancien village qui se trouvait à cet emplacement, que Louis XIV acheta et fit raser pour augmenter son domaine. Le choix architectural du roi, traduit par Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte, se porta sur une construction basse d'un seul étage, couronnée de terrasses à l'italienne et ornée de pilastres de marbre rouge et blanc provenant des carrières du Languedoc. La cour du Trianon de marbre donne sur une galerie ouverte et non sur un corps de logis, ce qui permet une vision directe sur les jardins situés de l'autre côté. Cette étroite communication avec l'extérieur fut expressément voulue par le roi qui, à Trianon, faisait cultiver les fleurs en quantité. L'expression de péristyle, toujours employée de nos jours, n'est pas exacte en termes d'architecture. En effet, un péristyle est une galerie à colonnes faisant les tours intérieures ou extérieures d'un bâtiment. Pourtant, le terme vient de Louis XIV lui-même, qui avait demandé à son architecte quelque chose de léger qui fût soutenu par des colonnes en manière de péristyle, pour fermer la cour de Trianon. La cour de marbre. La cour de marbre est le cœur du château. Elle est l'aboutissement de la progression qui, de la place d'Armes, mène au pied de la chambre du roi.
De dimensions modestes, la cour conserve les dimensions du premier château de Louis XIII et son architecture polychrome où le rouge de la brique s'allie au blanc de la pierre et au bleu des ardoises. Si les dimensions sont celles que connut Louis XIII, son ornementation, en revanche, est le résultat des premiers travaux de Louis XIV. Le roi la fit en effet pavée de marbre. Il fit également orner les façades de bustes à l'antique et surtout de ferronneries dorées auxquelles répond l'or des plombs de la toiture. La cour fut souvent le cadre de fêtes raffinées. On y donna quelquefois des spectacles, comme l'opéra de Lully, Alceste, joué en 1674.